J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Quoi? Mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, l'émission confinée qui regarde l'avenir. Alors en temps normal, les 67 millions de sélectionneurs de l'équipe de France me font plutôt rire. En temps de Covid-19, celles et ceux qui ont un avis sur tout et surtout sur n'importe quoi, beaucoup moins. Alors nous avons convié quelqu'un qui a fait de l'observation de l'avenir son métier. Est-ce qu'il a réponse à tout sur tout? Peut-être pas, en tout cas, lui, il est hyper documenté et ça c'est quand même déjà un bon début. Yannick Rodeau est prospectiviste, il est notre invité. Ce soir, voici le 7e épisode spécial confinement de J'ai 2 mots à vous dire. Bonsoir les contributeurs. Bonsoir. Bonsoir, c'est l'émission la plus, la plus étendue en termes de territoire aujourd'hui puisque nous avons Marie-Pierre à Tours. Salut Marie-Pierre. Ah oui, il y en a qui ont coupé leur micro, voilà, c'est comme ça, mais en tout cas elle nous fait un coucou. Anne est à Toulouse, salut Anne. Bonsoir. Et bon retour à la radio, toi qui as démarré il y a la radio il y a fort longtemps. Non, les moins de 20 ans ne s'en souviennent pas, je pense. Béatrice est à Paris, salut Béatrice. Salut. Stéphanie est à Strasbourg, c'est la première de J'ai 2 mots à vous dire pour Stéphanie. Salut Stéphanie. Ouais. Salut, très heureuse de vous rejoindre. Eh bien, ravi de t'accueillir dans J'ai 2 mots à vous dire. Cyr est à Vannes, salut Cyr. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Sandrine est à Lyon ou de les environs de Lyon. Oui, salut Sandrine. Bonsoir tout le monde. Bruno est à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Salut Bruno. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour ensoleillé. Plutôt bonjour parce qu'il est midi 20, 21 chez toi. On est en train de faire la bascule, il est midi 20. C'est ça, midi 20 chez toi. Birgitta, Philippe et Yannick, notre invité, sont à Nantes. Salut à vous. Bonjour. En ce lundi de Pâques, nous sommes sur le pont et je vous remercie les uns et les autres d'être avec nous. 2 mots peut-être pour nous livrer votre sensation, vos sentiments de l'instant. Anne, on fait tout en 2 mots. Alors moi je vais pas être super originale, mais je pense que chocolat s'impose ce week-end. C'est clair, mais en même temps on cherche pas absolument l'originalité, on cherche surtout à se faire du bien ce week-end. Et ben voilà, je crois que le chocolat en fait partie, enfin il nous aide à nous faire du bien. Chocolat en 2 et mots, puis là famille, parce que je suis bien contente d'avoir pu profiter de ces 3 jours de week-end pour poser un petit peu l'écran, le téléphone et profiter un petit peu de moments familiaux. Et le reprendre avec les potes quand même ce soir. Stéphanie à Strasbourg, tu as fait la chasse aux œufs hier? Oui, j'ai pas fait la chasse aux œufs, les œufs sont venus à moi, donc c'était encore plus simple. Et puis surtout, j'étais voir une cygne qui a pondu ses œufs tout près de chez nous, au bord de la rivière. Ah, c'est et joli, ça, c'est toujours un vrai plaisir. Bah et ouais. en plus, hier, j'ai eu de la chance, elle s'est levée alors qu'elle couve depuis un certain temps. Donc j'ai trouvé plein d'œufs qui devraient bientôt éclore. Donc très chouette. C'est d'ordinaire sympa, ça l'est peut-être un peu plus encore en ce moment. Exactement. 2 mots pour résumer tes sensations. Cygne déjà peut-être, non? Cygne, ouais. Cygne, violette, hein. Bon, dont j'aurai l'occasion de vous parler. Puis moi, je dirais pleinement agissante car complètement à l'arrêt. Donc je suis complètement présente là. Complètement présente. Tu vas nous parler de Violette jeudi soir, en l'occurrence, dans la prochaine émission. Bruno est à Pointe-à-Pitre. Bruno, 2 mots pour résumer tes sensations de l'instant. Le premier, oui. Le deuxième, quand. Alors quand on imagine, et le oui. Ouais. Et le oui, je t'explique en fait l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis déterminé, j'ai envie d'être résilient et je dis oui à la vie, oui aux opportunités. C'est joli ça, c'est joli comme tout. Birgitta, 2 mots pour résumer tes sensations. Calme et sérénité. T'es tellement calme que ta vidéo ne bouge plus. Oui, c'est ça. Ah oui, mais bon, je vais tenter encore un petit truc technique, mais... Voilà, ça s'appelle associer l'acte aux paroles. Et Yannick, notre invité. Salut Yannick. Écoute, 2 mots, moi j'allais rester concentré, continuer à faire ce que j'ai à faire, et puis une forme de discipline quotidienne, avoir des activités régulières, et certaines qui étaient déjà commencées avant, ce qui fait que ça ne change pas trop, et puis des nouvelles de façon à continuer à supporter ça correctement, comme il faut.
Et bien voilà, tu vas nous dire dans quelques instants, après la chronique de Cyr, comment tu prépares l'avenir et comment tu repositionnes le livre que tu étais en train d'écrire juste avant que le Covid débarque en ce début d'année. 4e volet de la chronique de Cyr, le jongleur. J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. Alors le truc de Cyr, c'est de faire des acrobaties avec les mots après la stupéfaction du confinement, du début du confinement, et après nous avoir parlé du présent, du passé, du présent, eh bien voici le présent de l'avenir. Ça se tient jusqu'ici. Bonsoir Cyr. Bonsoir. C'était donc ce dimanche 29 mars 2020, date qui s'inscrit donc dans cette période particulière. Mes pensées se sont donc traduites dans ces différents présents du passé, mes souvenirs que je recontacte, évoqués la 2e fois, le présent du présent, mon attention, ma concentration sur ce qui se passe, et le présent de l'avenir, mes attentes et mes projets, donc le présent du futur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre, pour moi, comme l'a dit un certain Emmanuel M, qui signifierait que nous luttons pour préserver notre monde contre 3 petits points. Nous testons plus notre humanité, comme le disait hier le président allemand. Je me sens bien mieux avec ça. Et un petit clin d'œil à mes amis allemands. Nous sommes collectivement dans une crise difficile, douloureuse, qui nous demande de gérer ses effets immédiats avec des mesures qui sont prises. Sont-elles trop ceci, pas assez cela? J'en sais rien. Elles sont dans une situation inédite et donc sûrement pas optimale. Mais moi, je ne veux pas consacrer d'énergie à juger cela. Je préfère la consacrer à demain. Nous sommes aussi collectivement dans une étape dans laquelle je veux contribuer donc et à ce que nous en fassions quelque chose de beau dans le sens de l'harmonie entre nous et la nature, la planète. Je rêve, et bien tant mieux. Ceux qui rêvent changent le monde. Ceux qui rêvent le monde changent le monde. J'évoquais plus haut que l'on disait de moi que j'étais un poète mais aussi un pragmatique. Je vous partage donc une réflexion que j'ai eue il y a quelques temps sur le comment mettre en œuvre cette transformation de manière très concrète, très simple. Sur le papier, pouvoir contribuer à une création collective est a priori enthousiasmant et en même temps, lorsque celle-ci est un changement de monde, elle renvoie à changer tout ce qui nous a construit, nos repères, nos habitudes. Cet enthousiasme peut vite laisser donc la place à une émotion plus bloquante qu'entraînante. Cette période de pause longue peut nous permettre d'expérimenter cette nécessité d'oser et de dépasser ces blocages. Si les transformations sociales et culturelles majeures au XXe siècle trouvaient leur source dans les marges extrémistes et une dynamique de contre-culture, hippie, punk, etc., elles prennent aujourd'hui un processus bien différent basé sur la multiculture et une démarche naturellement associée de transformation par micro-transformation coexistantes, comme le décrypte Christophe Bourseillet, expert des signes émergents, d'où cette difficulté à les décrypter aujourd'hui, et c'est précieux d'avoir Yannick avec nous. C'est l'approche systémique qui peut nous aider à le faire, à nous sortir de notre côté binaire bien ancré dans notre culture occidentale. Dans une ambition de projet global forte, cette dynamique de transformation par micro-action favorise la capacité de chacun d'entre nous à être acteur à son niveau dans une simplicité d'action individuelle accessible. Nous avons ainsi les moyens de contribuer à créer ce terreau favorable, à prendre conscience pour prendre confiance, à donner le droit à l'erreur pour continuer d'oser expérimenter, à capitaliser sur ces petites et nombreuses transformations sur le plan pro comme sur le plan perso. Nous avons donc, en plus de cette opportunité de la pause, dont je parlais la dernière fois, des moyens pour agir. À cela, nous devons ajouter la posture. Ce que je regarde se développe, dit Stéphane Bijard. Les évidences d'aujourd'hui sont des utopies d'hier, dit Sandrine Roudot. Changer de regard, c'est la première capacité à développer pour oser. Chacun peut, par sa posture personnelle, par sa communication, par son partage, faciliter autour de lui la capacité à évoluer dans son regard sur les choses, à faire preuve de discernement. Nous pouvons nous mettre dans une posture d'aider chaque personne de son entourage à augmenter ce que j'appelle sa sécurité intérieure, sa confiance en lui, son estime de lui. Si cette démarche peut être profonde, nous pouvons aussi la nourrir de manière très simple par des trucs et astuces dans les situations qui se présentent au quotidien, comme par exemple aider à développer le réflexe de « qu'est-ce que je fais de ça ?» plutôt que « oh là là, ça va être compliqué ». Ou encore « si c'est comme ça, c'est bien, et si c'est bien, et si c'est autrement, c'est bien autrement, et à moi de trouver le bien autrement ». L'action, donc la posture, nous avons pour tout cela un enjeu de carburant aussi à l'heure où nous n'avons plus beaucoup d'énergie fossile. Nous avons intérêt à développer notre énergie facile. Pourquoi ? Parce que l'action de transformation se passe donc dans un temps continu, le temps de l'être,
et en même temps les signes actuels de changement de modèle, de vivre ensemble et de travailler ensemble présentent le besoin d'un passage rapide de notre monde compliqué pour s'adapter à un monde complexe. Comment faire vite ce qui se fait a priori lentement en respectant chacun, en saisissant des opportunités comme cette pause actuelle. Mon retour d'expérience de construction de l'événement The Bridge apporte un éclairage sur l'importance d'agir dans cette énergie facile, en résonance avec l'un des principes du vivant de Gauthier Chapelle, optimiser plus que maximiser. The Bridge s'est construit dans une démarche d'optimisation d'énergie individuelle et relationnelle qui a permis la réalisation de ce gros événement par une toute petite équipe. Optimisation en interne en posant dès la création du projet les sujets de l'ego, du conflit, en les explicitant, les apprivoisant et les contextualisant. Le projet, c'est le patron. Optimisation aussi avec les interlocuteurs externes, par un développement uniquement des actions qui se mettaient en place naturellement avec simplicité, fluidité et dans le respect des fondamentaux, travailler avec des acteurs présents au service du projet plus que pour se servir du projet. Et je terminais avec cette aventure Ikigaya. Ça fait 1 an finalement, sans trop le savoir, qu'on préparait ce moment-là à 5 consultants ou champignons, moi je dis plutôt. Avec Karine, Letty, Mali, Ludo, nous construisons une offre dont nous prenons conscience de sa pertinence avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Comme si on s'était préparé, on a pris le bien-être, dont on parle en boucle, on l'a renversé sur la table et ça donne être bien avec soi, avec les autres, avec l'entreprise, avec la planète. Ce temps de confinement agit également comme un révélateur que l'essentiel est bien dans ce être bien et non dans un bien-être un peu tarte à la crème. On peut faire la même chose avec la QVT. La qualité de vie au travail, non, la vie de qualité au travail. Et ça change tout. Donc Ikigaya, c'est le nom qu'on s'est donné, c'est Ikigai, mission de vie et Gaia, la planète. C'est donc avec Ikigaya que je veux contribuer auprès des entreprises dans ces temps de pause aujourd'hui, de reprise demain. Notre conviction est que dans ce monde complexe, il est nécessaire d'apprendre à être des acteurs de transformation par une énergie simple dans la relation humaine, les solutions techniques et les moyens de financement. C'est donc dans cette énergie que nous donnons forme à Ikigaya. Nous réinventons notre rôle de champignon pour ceux qui s'intéressent au rôle des champignons dans leur écosystème, notre rôle de consultant formateur pour ceux qui préfèrent les anciens mots. Nous réinventons notre manière d'être présent par notre modèle économique adapté à la situation des entreprises et de leurs scénarios à venir. Alors ça, c'était le présent du futur. En conclusion de ces 4 épisodes, Cyr. Eh bien écoute, j'ai conscience que le discours n'a pas beaucoup de prise directe, l'expérience ne s'achète pas, elle se vit. Alors la chance qu'on a, c'est qu'en ce moment on la vit tous, la même expérience sur un temps long, et chacun a son expérience de chemin vers soi-même, mais j'invite ceux qui remplissent encore leur temps par tous ces moyens de communication à distance pour plein de bonnes raisons, à oser expérimenter cette pause et poursuivre ce chemin vers soi. Je fais cet appel car je suis convaincu que chacun de ces chemins représente une partie du chemin collectif vers ce monde plus conscientisé, plus responsable, plus harmonieux, vers lequel nous devons et j'ai envie d'aller. Et pour vous y aider, je vous partage cette petite phrase que Stéphanie Douillard nous avait proposée lors d'une de tes émissions. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Posez-vous cette question et je suis sûr qu'en ce moment vous avez plein d'occasions de faire des choses pour la première fois. Et pour finir, en fait, je voulais dire un merci sincère à David pour m'avoir donné cette tribune et permis de vivre cette expérience. Et quelle expérience! Parce qu'en fait, elle a démarré dans la gentillesse avec Franck Martin, qui m'a permis de démarrer en douceur. Ensuite, le deuxième épisode, je parle de The Bridge. Et il y a Yann Trichard qui était avec nous et qui avait vécu The Bridge. Dans le troisième, je parle de la pause en musique. Et Sandrine Musel nous fait chanter. Et aujourd'hui, c'était le présent du futur et on a Yannick qui est avec nous. Merci pour cette belle synchronicité. Merci David. Merci, un grand merci à toi Cyr. Je sais pas si on nous entendra si on fait ça. Voilà, mais en tout cas le cœur est là. Merci pour ta plume, merci pour ton authenticité et puis ton humilité. Voilà, et puis pour tout ce que tu nous apportes. Moi j'ai la chance d'avoir le texte sous les yeux et je propose peut-être si certains contributeurs le souhaitent que tu leur envoies pour s'imprégner de tes mots et puis évidemment de réécouter en boucle toutes tes chroniques. Est-ce que quelqu'un veut réagir à la chronique de Cyr et à son feuilleton que certains d'entre vous ont suivi depuis le début?
Pas de réaction pour l'instant. Ça, c'est le silence de Mozart. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, peut-être juste simplement un mot. Merci Cyr. Et effectivement, grâce à la radio qu'on peut réécouter autant de fois que l'on veut, ça c'est magique. Toutes ces chroniques-là méritent vraiment d'être réécoutées parce que c'est très très dense, très très beau, très dense. Donc il faut le réécouter. Merci Cyr. Si vous voulez le lire, ce sera disponible sur ikigaya.bzh dans les jours qui viennent. .bzh. Pourquoi t'habites en Bretagne, toi ? C'est ça. Et puis en plus, tu as la sympathie de citer plein de copains. On a entendu Sandrine Roudot, l'épouse de Yannick. On a entendu parler de Stéphane Bijard et puis de plein d'autres tout au long de ces chroniques. Encore un grand merci, Cyr. Voici notre invité. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Papa, c'est quoi un prospectiviste ? Alors un prospectiviste, c'est simple, c'est un journalo historico, socio-économico, polito-systémico. Non, plus simple encore. Alors plus simple, en fait c'est quelqu'un qui regarde l'avenir. Ah, c'est une sorte de voyant, avec une boule de cristal quoi. Bah, je sais pas s'il utilise une boule de cristal, mais moi il me l'a jamais montré, mais ce que je sais c'est qu'il lit énormément, il écoute, il regarde comment fonctionne la planète. Oh là, il va nous faire peur alors hein. Non, moi je suis sûr qu'il est plein d'espoir. Bon, tu nous fais un débrief, faut que j'aille faire du skate. Et moi faut que j'aille ranger ma chambre. Et moi j'ai des potes à voir sur Insta. C'est pas ça que je voulais envoyer, bon sang. Et de temps en temps, il y a des jingles qui partent pas au quart de tour. Dis, notre invité. Après quoi on court ? Après quoi on court ? Anti-quantique des quantités, Occident oxydé. Essoufflé, j'avoue j'ai envie d'une arrivée sublime. Dire après quoi on court. Voici notre invité, voici Yannick Roudot. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. J'imagine que comme Mathieu Chédid, tu as envie d'une arrivée sublime, Yannick. Sublime, non, pourquoi sublime ? Non, avec beaucoup d'humilité justement, parce que c'est tellement difficile de dire quoi que ce soit. Il y a tellement de choses de dites actuellement que profil bas quoi. Ouais. Non, l'arrivée, je dirais dans la vraie vie, à nouveau. Je pensais plus à ça, moi. Ah, d'accord. Je pensais plus à ce retour-là. Tu portes un message d'alerte ou un message d'espoir ? Ça, c'est pour faire un teasing pour les adolescents qui nous écoutent. On a toujours d'espoir dans la lucidité, c'est-à-dire que on oppose trop aujourd'hui les gens optimistes et les fatalistes, on va dire la collapsologie, et puis ceux qui pensent que tout va changer en 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est le grand soir. Je pense que les deux commettent l'erreur, parce que c'est jamais aussi simple, c'est jamais aussi rapide, c'est complexe, comme tu l'as dit, donc c'est à la fois un mélange de lucidité qui peut être tétanisante, paralysante, effrayante pour certains, mais cette lucidité elle donne la force de se mettre en action, parce que quand on a compris ce qui était en place, la trajectoire sur laquelle on est, on a envie de bouger. Donc bouger, automatiquement on reprend de la force, on reprend un peu d'espoir, et l'espoir c'est pas synonyme d'irréalisable ou de choses complètement fantasmagoriques. L'espoir c'est de se dire que, moi ma philosophie de vie c'est que jusqu'au dernier moment il y a toujours une chance qu'il se passe un truc qui puisse infléchir la courbe. Donc aujourd'hui c'est exactement ce qui est arrivé avec cette pandémie, parce que on est sur une trajectoire depuis déjà un certain nombre de décennies qui est très très mauvaise. Je vais pas revenir sur les chiffres climatiques et de la biodiversité, on a suffisamment de publier et connu ces dernières années, mais bon, c'est très très mauvais la trajectoire, et cette trajectoire, c'est une trajectoire mortifère. Au bout, c'est la fin de l'humanité dans quelques décennies ou en 2 siècles peut-être, je sais pas, en tout cas beaucoup moins d'êtres humains sur cette planète, ça c'est sûr. Et coup de bol, il se passe un truc incroyable. En quelques jours, tous les avions sont cloués au sol, l'économie s'arrête, tout est bloqué. Alors coup de bol, vous pensez bien que je pèse mes mots quand je dis ça, bien sûr, je pense aux gens qui meurent, qui sont malades, on est bien d'accord, c'est pas du cynisme, c'est juste qu'il s'est passé quelque chose d'imprévisible que personne n'avait imaginé. On était nombreux à dire un jour il peut y avoir une pandémie, ça faisait partie des facteurs de bifurcation. Ça, on l'avait imaginé, ça. Ça, on l'a imaginé qu'il y ait une pandémie. Mais personne n'avait imaginé qu'elle arriverait en 2020, parce qu'on pensait plus qu'elle arriverait à cause de la fonte du pergisol, permafrost, de la mutation de virus qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui se grefferait sur des virus plus connus. Là, elle est arrivée très tôt au début de la décennie, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, il y a son lot de souffrances, de morts, etc. Ça c'est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive en 2020 et pas en 2029. Parce que je vous rappelle que 2030, il faut avoir baissé de 40% nos émissions de gaz à effet de serre si on veut rester dans les clous
de plus 2% grand maximum de dérèglement climatique à la hausse. Si elle arrive en 2030, c'était cuit, quoi. Là, le fait qu'elle arrive en 2020, je vais être très pragmatique et très cynique, ça donne l'espoir qu'il se passe encore d'autres choses du même type dans les 10 prochaines années qui font qu'on va peut-être rester sous les 2 degrés. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on avait le choix de toute façon ? Est-ce qu'on a le choix de miser sur des événements improbables ? Ou alors, ce qui me paraît très idéaliste, c'est de penser que l'économie mondiale va corriger le tir et qu'on va changer, qu'on va émettre moins de carbone, qu'on va faire une transition, comme on dit. Excusez-moi, j'y crois pas un instant, la transition. Ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Et l'année dernière, en 2019, les émissions ont augmenté de 1,8% au niveau mondial. Si on parle de réchauffement climatique, justement, est-ce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment est de nature à ralentir considérablement le réchauffement ? Alors ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Les derniers chiffres qu'on a eus, qui ont été publiés aujourd'hui, je crois que c'est un laboratoire anglais qui a fait le travail. Ils ont regardé ce qu'émettait la Chine, les États-Unis, enfin les 75% d'émetteurs de CO2 et de gaz à effet de serre dans le monde. Et on a déjà baissé de 25 à 30% sur l'année 2020. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, que quand tout s'arrête, il y a moins d'émissions, et c'est une évidence, c'est une palissade. Est-ce que ça permettra de ralentir le dérèglement climatique ? Oui, si on change de modèle économique dans les 3, 4, 5 prochaines années. Mais comme il y a de fortes chances qu'on reparte comme en 14, non, ça ne servira à rien. Voilà. On va reparler de tout ça, là tu viens de nous faire une superbe intro. Avant de revenir à ça, à quoi ressemblent tes journées pendant le confinement ? En quoi est-ce qu'elles sont différentes, hormis le fait que tu ne visites plus les entreprises physiquement ? La grosse différence, ça va être ça, c'est le fait que je me déplace plus, parce que moi je suis assez globe-trotter, on va dire Europe, parce que je voyage plus à l'étranger depuis longtemps, j'ai arrêté de prendre l'avion, mais donc un coup en Bretagne, un coup à Lyon, un coup à Strasbourg, un coup à Marseille, Bilbao, partout où il y a un train, je peux y aller, et ça c'était mon quotidien, j'en faisais 2 par semaine en moyenne des déplacements, pas plus, parce qu'après c'est trop fatigant, et là j'en fais plus du tout, et je vais plus en faire avant, avant le mois de septembre, octobre je pense, à minima, si les choses se remettent en place. Donc c'est du temps à domicile à 100%, ce qui me permet de me consacrer à 90% on va dire à l'écriture, donc ça c'est bien parce que j'avançais pas, donc c'est une bonne chose. Et puis le reste du temps, le matin moi je commence par sortir, aller contempler la nature, la Loire, parce que j'ai la chance d'habiter en bord de Loire. Vous allez respirer la nature tous les matins au lever du soleil quasiment, soit en footing, soit à pied. Et puis après, travailler comme tous les jours et reprendre du temps le soir pour mes activités habituelles, familiales et autres. Le président Macron s'exprime à 20h. À sa place, qu'est-ce que tu annoncerais ? Écoute, je sais pas ce qu'il va annoncer. Je pense qu'il ne faut pas compter trop sur des annonces spectaculaires. Mais il y a une convention citoyenne pour le climat actuellement là. Ils ont émis 50 propositions pour repartir sur une autre trajectoire. Il s'est engagé, avant le début de leurs travaux, à ce que toutes les mesures soient soumises à un référendum. Peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Voilà. Moi, j'attends qu'ils disent qu'il a lu ces mesures, qu'il en a retenu un certain nombre, et qu'effectivement, on va en discuter. Alors peut-être pas un référendum, parce qu'en face, vous mettez des gens aussi qui sont contraints aujourd'hui de redémarrer très fort au niveau économique, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais tout le monde n'a pas le loisir de se réinventer. Il y a des gens qui ont le couteau sous la gorge, ils ont des salariés, ils ont une usine à faire vivre, ils n'ont pas le choix, il va falloir reprendre. Donc c'est engager une discussion pour savoir comment on va réussir, pour certains, les accompagner dans la durée, à se transformer vers l'objectif qu'on veut atteindre. Et puis pour ceux qui peuvent le faire tout de suite, leur donner les moyens, le cadre fiscal, le cadre incitatif, réglementaire, pour qu'ils puissent se transformer. Voir le cadre contraignant, puisque comme vous l'avez vu, Air France, il y a de grandes chances que la compagnie soit nationalisée, ou en tout cas que l'État prenne une bonne part du capital. Voilà, quelles contraintes on met Air France ? Est-ce qu'on donne 20 milliards et on leur dit, allez, repartez comme avant, on n'en parle plus, ou alors est-ce qu'on leur dit, on met 5 milliards, 10 milliards au capital, mais en contrepartie, vous, telle ligne, vous les fermez, ça, les lignes intranationales qui sont très peu fréquentées, très polluantes, on en avait parlé bien avant, il y a un an, celles-là, vous les fermez. En termes d'émissions de carbone, vous engagez à tel objectif, vous reforestez systématiquement, vous faites tel... On peut faire tout un tas de contraintes. Mais tout ça, ce sont des changements à long terme, Yannick. Mais le long terme commence aujourd'hui, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est simplement. Moi je viens quand on dit toujours ouais mais ça c'est pour le long terme, en 2030 on sera toujours en train de parler de long terme mais ce sera trop tard. Ce que je veux dire par là c'est que si on veut que le secteur aérien se repense, évolue, c'est dès 2020, il faut se fixer un objectif à 2025 et à 2030 et on y arrivera. Tout objectif irréalisable commence par des petits objectifs réalisables avec un objectif lui qui est irréalisable. Mais on va y arriver. Le tout c'est d'amorcer.
la marche. Si on n'amorce pas une nouvelle trajectoire, on est sûr de ne rien inventer, de rester dans les recettes à l'ancienne qui font qu'on reste dans une trajectoire mortifère. Donc maintenant, il faut faire preuve d'audace. Donc moi, j'attends de l'audace ce soir. J'y crois pas trop, mais je l'attends. Au passage, tiens, un tout petit retour en arrière. Quand Nicolas Hulot était ministre de l'écologie, est-ce que l'annonce de la suppression du gasoil à 2040, c'était quoi? C'était raisonnable pour toi? C'était trop loin et pas assez pragmatique? Alors c'est très difficile de se mettre à la place du Nicolas Hulot parce que tu te doutes bien que quand tu es un homme politique, que tu sois de droite, de gauche, écolo, pas écolo, tu as une contrainte économique, politique, réglementaire, tu as des lobbies qui font pression, c'est très dur de prendre une décision qui fera l'unanimité. En tout cas 2040 c'était un peu trop loin à mes yeux. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus audacieux que ça. Aujourd'hui l'objectif c'est on a 10 ans pour changer le monde. Donc il faut être très très ambitieux. Et pourquoi il faut être très ambitieux? Parce que si tu te dis objectif moins 20% dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Bon, finalement, tu fais 3%, 4%. Si tu dis moins 100%, plus aucun véhicule polluant, pas que le diesel, mais on va dire polluant de manière générale, en 2030 en Europe, là les constructeurs te disent c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Là aujourd'hui on est en train de faire des chèques. Jusqu'ici on avait une incapacité à se transformer parce qu'on n'avait pas d'argent. Je vous rappelle qu'on sort de 30 ans de politique d'austérité quasiment. Il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, on a la Banque Centrale Européenne, on a les États qui ont un chèque en blanc. La Fed aux États-Unis, c'est la même chose. Des milliards de dollars et d'euros vont être mis sur la table pour relancer l'économie. On a les moyens de transformer les choses. Donc, c'est l'occasion jamais de dire aux constructeurs comme Renault, qui aura sûrement une aide de l'État, écoutez, on vous apporte des milliards pour vous aider à vous transformer, pour accompagner les gens, pour ne pas laisser des collaborateurs sur le carreau et ne pas mettre des gens au chômage brutalement. En revanche, il va falloir investir massivement dans telle motorisation ou telle mobilité. Et on a les moyens de le faire. Bon, ça va pas se faire en 2 ans, mais si on décide de le faire maintenant, peut-être que dans 4 ans, 5 ans, on aura fait énormément de chemin. Les questions... plein de questions qui arrivent, là, je vais m'arrêter. Il y a énormément de questions qui succèdent. D'abord, il y avait une réaction courte de Cyr et ensuite une question de Philippe. Cyr. Ouais. On se trompe souvent avec le mot irréalisable et irréalisé. C'est pas parce qu'on pense aujourd'hui que c'est irréalisable que c'est irréalisable, c'est juste que c'est pas irréalisé. Et en remplaçant le mot irréalisé à la place d'irréalisable, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent. Okay. C'est vrai. L'histoire n'est qu'une succession de phénomènes imprévisibles et inattendus. C'est pour ça que je reste optimiste. Philippe ? Oui, à un moment tu as exprimé le fait que tu craignais que, selon ton expression, ça reparte comme en 14, mais après tu as développé, et si j'ai bien entendu, en fait, le fait qu'il y ait des évolutions nécessaires qui soient dès maintenant mises en place, passe par certaines contraintes imposées à certaines structures, d'après ce que je comprends. Oui, bah écoute, il suffit de lire le président du MEDEF, Geoffroy de Bézieux, qui dit « Allez les gars, maintenant il faut retourner au boulot, les RTT il faut en parler, les congés payés il faut en parler, il va falloir rattraper ce qu'on a perdu en 3 mois. » Ça, c'est pas un changement de trajectoire. Ça veut dire qu'on a un vélo sur lequel on était tête baissée, on fonçait vers un effondrement climatique et de la biodiversité, vers des crises sociales qui s'enchaîneront, et puis on dit on va reprendre le même vélo, on va regonfler les pneus, on s'est pris un gros caillou là, on est tombé, on a très très mal, on remonte dessus, on repart. Et il faut rattraper le peloton. Mais en même temps, pardon de te couper un instant Yannick, je me fais l'avocat du MEDEF, c'est un peu humain aussi de se dire il y a peut-être possibilité en mettant un coup de collier de rattraper ce qu'on a perdu, sans pour autant nier la nécessité de changer durablement. Non. Si on se remet dans la même posture de vouloir rattraper le chiffre d'affaires perdu, on ne va rien inventer, on ne va rien changer. Par contre, si on se met dans la posture, et des dirigeants que je connais sur la région nantaise le font en ce moment, ils ont pris un gros coup de bambou sur la tête, c'est très très dur, sont en train de se dire, ça ne peut pas repartir comme on était avant. Donc maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble avec nos collaborateurs à qu'est-ce qu'on fait de cette entreprise et comment on repart. C'est beaucoup plus difficile, ça demande des efforts intellectuels, ça demande un effort de concertation, ça demande un effort collaboratif. Alors oui, c'est plus difficile, le chemin est plus sinueux, mais à partir de là, ils vont peut-être trouver des solutions ensemble à comment on tend vers cet objectif économique de créer suffisamment d'emplois pour tout le monde et de pérenniser l'entreprise, tout en répondant aux injonctions climatiques, environnementales. Mais ce que j'entends dans la bouche de Geoffroy de Bézieux, c'est pas ça, moi. J'ai pas entendu le mot crise climatique dans sa bouche dans l'histoire. C'est rattraper le retard et retrouver une croissance. Mais de quoi on parle quand on parle de croissance? On parle de là pendant des heures, hein, mais croissance, oui, de l'alternatif, ok. Mais croissance du destructeur et de tout ce qui permet, tout ce qui contribue à abîmer le vivant et à mettre en péril l'avenir de nos enfants, non, il faut changer le logiciel de pensée. Et donc,
la sortie de crise, c'est quoi? Ça va être un combat entre ce qu'on appelle les conservateurs d'un côté, des progressistes de l'autre. Et la problématique, c'est qu'il ne faut pas rêver, ça va durer quelques mois ou quelques années, ça va être très difficile. Vous écoutez Christine Lagarde à la BCE, elle commence à dire, bon, l'environnement, ça suffit, quoi. Maintenant, il faut créer de l'emploi. Elle a raison, au fond. Il va y avoir une urgence sociale forte. Quand vous écoutez le dirigeant de la Croix-Rouge ou du Secours catholique aujourd'hui, les dirigeants disent qu'il y a une grande précarité qui s'installe, il y a des gens qui vont être fracassés. Et quand je dis fracassés, c'est la crise de 29 qu'on va vivre dans quelques mois. Donc des gens qui vont aller à la soupe populaire, et ça ne va pas être quelques centaines de milliers, ça va être sûrement des millions en Europe. Donc il faut absolument réenclencher un processus pour que ces gens-là trouvent un emploi, puissent vivre décemment. Mais c'est là où faire preuve d'innovation, c'est trouver un emploi dans des métiers qui permettent la transformation vers un objectif compatible écologiquement. Donc c'est créer des emplois peut-être dans des énergies alternatives, dans une agriculture vivrière relocalisée, créer des emplois dans des voitures propres, créer des emplois dans une mobilité accessible à tous, etc. etc. Enfin, on connaît tous le sujet, je ne vais pas le redétailler, mais beaucoup de gens ont réfléchi à ça depuis des années. La Convention citoyenne y a réfléchi avec des propositions qui ont l'air assez intéressantes. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, et c'est là où il faut une volonté politique. Question, on prend 3 questions d'un seul coup. Stéphanie, Bruno et Anne. Oui, oui, je rebondissais sur le fait que tu dises effectivement on va repartir comme en 14, etc. Il y a cette course en avant pour rattraper tout ce qu'on a perdu, puisqu'on est encore sur une logique de perte, etc. Et donc du coup, tu as répondu en partie. Mais la question, c'était justement qu'est-ce qu'on peut tous faire à ce moment-là pour qu'on ne reparte pas qu'en 14, comme en 14. Mais tu as répondu en partie. Mais je vais rajouter quelque chose. Il y a une très belle allégorie de Bruno Latour, le philosophe français, qui disait on a su développer des gestes barrières pour éviter le virus, mais il faut développer des gestes barrières économiques dans les prochains mois. C'est que chacun de nous doit mettre une distance par rapport à ce qui est nuisible pour l'autre, pour le monde, et de se poser la question de quelle est ma contribution au monde et quels sont les gestes barrières que je dois mettre. Donc c'est moins d'hyperconsommation, moins de pulsion de consommation, mon téléphone mobile il peut peut-être durer 3 ans de plus, peut-être que j'ai pas besoin de me ruer sur des vêtements de piètre qualité faits au bout du monde, peut-être que j'ai pas besoin d'aller en week-end à Barcelone l'été prochain ou... Voilà, c'est se poser ces questions-là. D'ailleurs, ça m'inspire une question que je vous reposerai en fin d'émission aux uns et aux autres, si vous voulez bien y réfléchir d'ici là. Les germistes, ceux qui font partie du réseau Germe, vous vous souvenez de l'intervention d'Yannick lors du séminaire national à Carcassonne il y a 1 an et demi. Et il nous avait proposé à un moment, par petits groupes de 3 ou 4, de chercher un tout petit truc, de pas grand-chose, mais ce tout petit truc qui s'additionne à tous les autres, eh bien ça peut provoquer le changement. Un truc qui ferait que je réduirais mon empreinte sur la planète. Donc je propose déjà à celles et ceux qui ont vécu ce séminaire de se rappeler de ce petit truc, et puis je propose à tous les autres d'y réfléchir d'ici la fin de cette émission et de se poser la question pour que les internautes qui nous regardent repartent avec un maximum de petits trucs. Voilà, on est une douzaine là ce soir. 12, ça peut déjà commencer à provoquer un petit peu le changement. Bruno, question, et Anne ensuite. Oui, alors déjà un constat, puisque cette crise que nous vivons en ce moment, de mon point de vue, un petit peu aussi redistribuer les cartes en termes de réflexion, et justement ces fameux trucs à faire et ces fameuses petites choses, ces petites actions d'abeilles que l'on pourrait faire. Je trouve qu'aujourd'hui, tu me diras si tu es d'accord avec ça, que la nature a redistribué les cartes, élargi le champ des possibles, et nous a montré qu'en fait, en supprimant pas mal de choses qui nous paraissaient essentielles, on est toujours capable d'avancer, on est capable de se repositionner, d'être résilient et de faire les choses différemment, voire carrément de changer de cible. Est-ce que ce ne serait pas l'une des options de reprise d'activité, mais de faire les choses différemment? Pour moi, une fois encore, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que je pense que cet événement qu'on est en train de vivre, c'est intéressant parce que beaucoup de gens se posent des questions sur le sens de leur quotidien, sur le fait de passer 1 heure le matin en voiture, 1 heure le soir, courir après des objectifs de croissance ou de rentabilité. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on voit sur les journaux du confinement, mais on est tous d'accord, ça nous secoue. Ça nous oblige à repenser l'essentiel et ce pourquoi on est là sur cette planète et quelles sont nos envies, nos priorités. Donc ça va laisser des traces très fortes et ça va contribuer à accentuer la transformation. La prise de conscience, la montée en conscience de l'humanité est en train de se faire. Si on est 4 milliards quand même être confinés aujourd'hui, on sera peut-être 6 milliards dans quelques semaines ou quelques mois. Donc ça contribue positivement à faire changer les choses. Et en même temps, tu as ces forces conservatrices qui sont les États, les multinationales, ces gens qui n'entendent pas à ce que tout ça émerge.
Eux, ils ont envie qu'on revienne docilement, enfin qu'on continue, quoi, parce que c'est pas leur intérêt à court terme ni à moyen terme. En quoi c'est pas leur intérêt, Yannick? Va dire à Amazon qu'on déconsomme, qu'on arrête de consommer, qu'on arrête de commander. Va dire à Renault que les voitures, on va les partager, on va en prendre une pour 5 maintenant. On va dire, on est dans un effondrement total du modèle économique. Du business model. Tout homme politique veut éviter aujourd'hui. Parce qu'ils savent que l'effondrement total du modèle économique, c'est, pour la France, ça serait 20 ou 30 millions de chômeurs et autant de pauvres. Et là, socialement, ce n'est plus tenable, sauf à mettre des policiers derrière tout le monde. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est si difficile d'appréhender la sortie. Parce que beaucoup vont vouloir replonger tête baissée, parce qu'ils se disent, si ça ne repart pas tout de suite, on va avoir des problèmes sociaux, on va avoir des émeutes, on va avoir des vrais problèmes. Et en même temps, les gens vont se dire, ouais, mais j'ai plus besoin de tout ça. Donc, il faut y voir l'aspect positif, c'est que ça accélère la mutation, la transformation de nos comportements qui avait déjà commencé. Ça fait longtemps qu'on voit que tous ces consommateurs, tous ces gens engagés avaient déjà mis le pied sur la pédale et commencent à se dire ça sert à rien de consommer plus. Les plus jeunes qui étaient très distants par rapport au monde de leurs parents, ça va les conforter dans les économies. Donc ça, il ne faudrait pas non plus croire que parce que c'est en train de se faire et qu'on est tous en train d'afficher dans nos têtes, tout va se transformer rapidement dans les 6 prochains mois. Ça, j'y crois pas. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Les grandes transformations de l'histoire, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Et pour avoir beaucoup écrit sur l'abolition de l'esclavage entre la Révolution française et 1848, ça a pris 70 ans quand même. Et le temps s'est accéléré depuis. Restauration, abolition. Le temps s'est accéléré. C'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas 70 ans, donc il faut qu'on fasse en 10 ans. Voilà, le temps s'est accéléré depuis. Anne. Oui, mais moi, c'est un peu, ça rebondit un peu sur tout ce que vient de dire. Ok, on est sur quelque chose du changement, on se pose des questions pour aller vers autre chose, mais j'ai malgré tout l'impression qu'on reste quand même dans un environnement de privilégiés. Et ma question, c'est comment faire adhérer justement ces 20 millions de chômeurs dont tu parlais et ces 30 millions de pauvres qui vont arriver. Parce que oui, on en a conscience, mais est-ce qu'on en a aussi conscience parce qu'on peut en avoir conscience, parce qu'on reste des privilégiés avec quand même un salaire, avec quand même une maison qui est chauffée, avec peut-être des gens qui travaillent, qui ont déjà acheté leurs fruits et légumes via des AMAP ou autres sites, en tout cas avec déjà cette conscience d'enjeux climatiques où il faut faire quelque chose. Chacun le fera à notre façon et peut-être on reviendra sur le truc de David tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est comment tu peux faire embarquer nos peuples qui n'a pas forcément cette conscience-là, quoi. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que quand on voit les autres réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup de révolte, on parle de complotistes, et j'ai l'impression que finalement, cette mode de pensée-là, elle reste dans une petite sphère de privilégiés. Alors, il y a une chose, pour répondre à ta question, moi, une fois encore, c'est complexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décorréler la nécessité de changer de modèle économique de la nécessité de changer de modèle économique, c'est-à-dire repenser la redistribution des richesses au niveau global. Le nerf de la guerre, il est là. Et aujourd'hui, la bonne surprise, c'est que moi, ça fait des années que, comme d'autres, je parle du revenu universel comme étant une solution d'aller vers un monde où on travaillerait moins. Parce que si on travaille moins, il faut quand même que tout le monde vive décemment. On ne peut pas écraser les gens en disant toi tu bosses pas, tant pis pour toi. Moi je vais tout prendre et je vais aller vivre aux Bahamas, dans les îles, dans une forteresse avec des drones qui vont me protéger de toute invasion de migrants. Parce que c'est un peu ce qui se dessine avec le transhumanisme et autres. Et ça veut dire quoi? On voit actuellement qu'en l'espace de quelques jours, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, voire la France, la BCE pourrait, dans un deuxième temps, dans quelques mois, pratiquer ce qu'on appelle la stratégie de l'hélicoptère. C'est qu'au lieu de donner de l'argent aux banques pour qu'elles relancent l'économie mondiale, ou aux entreprises, on donne aux particuliers directement. 1 000 euros, 1 500, 2 000 euros, pendant le temps qu'il faudra pour que ces gens-là reprennent confiance et ne sombrent pas justement dans la colère et la haine, parce que c'est normal qu'il y ait de la colère. Et donc, le nerf de la guerre, c'est... Et profitons de cet événement pour réfléchir à la redistribution des richesses. Ça, c'est le revenu universel de Benoît Hamon lors de la présidentielle. Oui, mais c'est pas lui à l'origine. Ça a été inventé déjà au XVIe siècle et ça a été développé en Alaska, ça a été développé dans plein d'endroits, expérimenté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas politique comme sujet. C'est politique au sens étymologique, mais c'est pas partisan. C'est pas le monopole de la gauche ni de la droite, etc. Le revenu universel, ça permet d'aller vers une société où il y aura moins de travail de toute façon pour l'être humain, puisqu'on ne peut plus consommer autant, produire autant, sinon on va à la catastrophe écologique. Donc il faut lever le pied. Lever le pied sur la consommation, veut dire lever le pied sur le travail. Donc il faut quand même que les gens mangent et se rémunèrent. Et c'est là où on peut imaginer ce revenu universel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui était un peu tabou et qu'on reportait à 2040, 2050 dans le meilleur des cas. Et là on voit qu'en quelques jours, quelques semaines, ça devient un sujet. Donc si on veut que les peuples du monde accompagnent la mutation vers un monde
soutenable et suffisamment vivable pour les générations à venir, il faut se poser la question sur la redistribution des richesses. Et même un journal comme le Financial Times pose la question. The Economist a posé la question récemment, là, il y a une semaine, en disant c'est peut-être la fin du néolibéralisme. Et pourtant, The Economist, c'est Milton Friedman dans toute sa splendeur. Donc ça, c'est un signe positif. C'est pas partisan, tu dis, Yannick. Vers un monde, je termine juste ça, le rebond vers un monde soutenable écologiquement ne peut pas se faire si on ne pose pas la question sociale. Et jusqu'ici, toutes les politiques de transition ont échoué parce que ce n'était pas socialement juste. On l'a vu avec les gilets jaunes sur le gasoil. Voilà, c'est eux qui payaient. Ça ne peut pas marcher. Alors que ces gens-là ne sont pas anti-écologie. Ils ont juste une temporalité, c'est moi il faut que je mange, il faut que j'aille bosser, il me faut ma voiture. Oui, l'environnement ça m'inquiète pour mes gosses, mais il faut que je mange d'abord. C'est comme la question idiote du journaliste, entre l'environnement et l'emploi, vous privilégiez quoi? La réponse l'emploi, ah oui, c'est évident. Tant qu'on ne concilie pas les deux dans la réflexion, ça ne peut pas marcher. C'est pas partisan, mais ça l'a été en 2017, la question du revenu universel, parce que ça pose la question de la valeur travail. Est-ce que nous serons prêts à renoncer à une certaine conception de la valeur travail? Pour moi, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que j'ai souvent comparé le travail dans les conférences au géocentrisme. Jusqu'à la Renaissance, on a cru que la Terre était le centre de l'univers, immobile. Et c'était la règle d'or universelle, 2000 ans de vérité acquise. On s'aperçoit par Copernic que tout ça est une erreur fondamentale, on s'est complètement planté. Là, ça fait quelques décennies, parce qu'on n'a pas toujours autant travaillé que ça. Les serfs du Moyen-Âge en Europe travaillaient moins qu'on ne travaille aujourd'hui. Pardon de te couper, Yannick, juste, j'invite chaque contributeur soit à couper son micro quand il ne pose pas de questions, soit à vérifier qu'il n'y a pas de bruit autour, puisque de temps en temps on entend des petits bruits. Vas-y, Yannick. Merci. Donc sur le travail, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une conception assez récente dans l'histoire de l'humanité, et même le chasseur-cueilleur ne travaillait pas. Il avait des activités pour se nourrir, pour vivre, pour se loger, mais il n'avait pas le travail. Et donc je pense que, et les jeunes générations nous disent déjà depuis quelques années, ils ne veulent plus travailler au sens aller à la corvée, faire un truc qui leur déplaît, faire des kilomètres pour aller bosser le matin, ça ne leur parle pas, mais ils sont contraints d'avoir des revenus pour vivre, pour se nourrir et puis pouvoir avoir des loisirs. Donc je pense qu'on va plus vers une société où on aura des activités rémunérées qui seront de plus en plus épanouissantes et choisies, peut-être moins longue dans la semaine en temps, moins énergivore, moins consommatrice de temps, mais pourquoi passer 40 heures par semaine, certains parlent de 60 euros aujourd'hui, à produire, une fois encore, des choses qui seront impactantes sur l'environnement, donc impactantes sur la vie de manière générale, et qui n'ont plus de sens. Si on va vers un effondrement climatique général de la biodiversité, quel est l'intérêt de produire plus, et donc de générer plus de pollution? La contrainte pollution et la contrainte climatique nous amènera de toute façon à produire moins en quantité, mieux en qualité, moins de revenus car moins d'hyperconsommation, moins besoin de travailler, et en plus on a une robotisation des algorithmes qui nous permet de nous soulager de certaines tâches. Donc la question du travail doit être redéfinie, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous être oisifs avec 1500 euros qui tombent tous les mois en revenu universel, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi binaire. J'aurai peut-être 5-6 heures de contribution dans une entreprise à faire des choses utiles au monde, aux autres, à mes proches, à la collectivité, à la nature, et du temps libre pour vivre. Donc ça donnera moins de revenus qu'aujourd'hui. Ça veut dire davantage d'utilité publique, davantage de présence de l'État. Pas forcément de l'État. Les citoyens ont pas besoin de l'État pour savoir ce à quoi ils peuvent contribuer. C'est-à-dire que si on te demande tu veux faire quoi toi dans la vie, parce que pour moi c'est la question centrale. La vraie question aujourd'hui c'est tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi de ta vie quoi? Tu importes des produits polluants d'Asie que tu revends en France et ça finit dans un ruisseau, ça va polluer les poissons que tu vas manger derrière. C'est ça ton job. Pour autant dire que ça, les jeunes, ça va moins leur plaire. Dans les prochaines années, ces métiers-là vont sortir du radar. Mais tu fais quoi? Chacun de nous peut y répondre. Tu as envie de faire quoi? Tu as envie de contribuer à quoi? Et donc derrière, on va créer des entreprises qui vont apporter une contribution au monde. Et c'est là où on change de modèle économique. Pour l'instant, on n'est pas dans la contribution au monde. On est dans la contribution financière. Béatrice avait une question depuis un bon petit moment. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, ta question, Béatrice. Oui, c'est pour revenir à ce qu'a dit Anne tout à l'heure, une fois que tu as mieux redistribué les richesses, qu'est-ce qui fait dans la tête des gens moins informés, moins cultivés, qui ont moins de connaissances, qu'est-ce qui fait que leur consommation devient une consommation plus propre? Parce que aujourd'hui, on se rend compte que dans les révoltes sociales, il y a quand même aussi il y a certains jeunes de quartier, leur rêve c'est quand même d'avoir une paire de baskets, je ne vais pas citer les marques, mais qu'est-ce qui fait qu'une fois que tu as distribué les richesses autrement, qui est une idée assez géniale, la consommation, comment tu fais changer la consommation? Alors moins informés, moins cultivés, ou tout simplement qui ne sont pas au même niveau de la pyramide de Maslow et qui sont davantage sur les besoins fondamentaux ou d'existence sociale.
Tu parlais de Alors, voilà, tout à fait. Alors, produits. Premier élément de réponse à ta question, c'est il ne s'agit pas de tout bousculer en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on va pas passer d'une hyper-consommation aveugle, destructrice et très consommatrice de ressources et très génératrice de pollution, à une consommation de produits propres, équitables, soutenables. Tout ça en 5 ans, j'y crois pas un instant. Pour qu'on atteigne les objectifs climatiques, les accords de Paris, il faudrait baisser le curseur en fait, c'est baisser le niveau. Donc c'est peut-être j'ai pas les chiffres en tête, je vous dis ça comme ça au hasard, mais c'est peut-être un recul de 30 ou 40% de l'hyperconsommation au niveau global. Et là, ça veut dire qu'il y a toujours des gens, dans les 20 prochaines années, qui vont se ruer sur des marques internationales, grand public, négatives pour l'environnement, peu contributives, mais parce que ça sera toujours, pour eux, quelque chose de tendance. Il y aura toujours des gens comme ça. Mais il y en aura de plus en plus, et le confinement est utile pour ça, qui redécouvrent les circuits courts, les producteurs locaux, la frugalité, et ils se rendent compte qu'ils sont heureux. Et en fait, c'est comment on fait bouger ces curseurs. Aujourd'hui, le curseur de la frugalité, de la responsabilité sociale, sociétale, il est très bas. Si on peut monter à 20 ou 30% de la population mondiale, mais c'est énorme, tu as changé le monde, puisque toutes les études sociologiques, c'est 10% pour faire basculer le monde. La frugalité, on le rappelle, c'est innover avec moins. Ouais, c'est faire mieux avec moi. Et puis après, il y a un deuxième point, alors ça c'est du long terme, mais c'est déjà en train de se mettre en place. On sait aujourd'hui en neurosciences que ce qui fait qu'on fait un acte quelconque, c'est pour chercher du plaisir, de la dopamine. On a le stramium dans le cerveau qui fonctionne à la dopamine. Donc il faut que cette dopamine soit activée non plus quand je fais un acte d'hyperconsommation le samedi après-midi dans une grande surface, mais que ma dopamine soit activée quand je fais un truc utile pour les autres, frugal ou avec les autres, qui est simple, peut-être aller faire une promenade avec 10 copains, boire une bouteille de vin local de qualité assis dans l'herbe, et là ma dopamine va s'activer. Donc c'est changer les codes sociaux. Et ça peut pas se faire en 3 ans, ça c'est du temps long, mais ça a déjà commencé. Et pour moi le pari c'est qu'en 2030, 2040, 2050, dans une génération, ce que nous on considère aujourd'hui comme étant un signe de réussite sociale et de plaisir, paraissent complètement démodés pour nos enfants et nos petits-enfants, et qui nous regardent en disant mais tu te rends compte, ils passaient le samedi après-midi à faire des courses dans des magasins sous des néons, ils achetaient des voitures 3 tonnes qui prenaient toute la place sur la route, et puis ça polluait, puis ça coûtait cher, mais c'était complètement absurde. Voilà ce vers quoi il faut qu'on aille. Mais vous doutez bien que ça ne peut pas se faire en 5 ans. Donc c'est le court terme et le long terme en même temps. Mais déjà si on déconsomme plus, on a une déconsommation choisie et non pas subie dans les prochaines années, dans les milieux sociaux qui peuvent se permettre de choisir, c'est déjà une victoire. Moi j'ai envie de dire, laissons les gens démunis et sous stress social faire leur part comme ils peuvent. Par contre, je suis très exigeant et beaucoup moins conciliant avec les gens que je rencontre au quotidien, c'est-à-dire des dirigeants, des managers, qui ont des moyens financiers, des moyens intellectuels. Ils ont plus de devoirs que les autres. Il y en a beaucoup. On va y revenir. Si tu veux bien, je te propose d'écouter plusieurs réactions et puis tu y réponds dans un second temps. Cyr, Bruno, Marie-Pierre, Philippe et puis Birgitta souhaitait d'abord exprimer un peu d'émotion. Birgitta. Oui, moi j'adore ce que tu dis. Ça me donne beaucoup d'espoir, sincèrement, Yannick. Merci. Parce que ça parle d'exemplarité, ça parle de visionnaire, tu vois, et je trouve que franchement c'est magnifique. Je me disais, mais j'aimerais que mes enfants soient à côté de moi pour entendre tout ça, donc je vais leur faire écouter parce qu'on a vraiment besoin d'entendre ça. Avec cette vision, tu vois, que tu as en toute simplicité et sincérité, je trouve ça magnifique. Merci. Merci à toi, Cyr. Cyr avec un micro. Alors, il n'y a pas de micro pour l'instant. Si, vas-y. Si, c'est bon. Moi, ce que je voulais souligner, c'est le niveau d'exigence pour ceux qui peuvent bouger. Ça me paraît clé. Et du coup, en réaction, en résonance avec ça, le niveau de non-exigence aussi, en tout cas de non-pression. Cette exigence-là, c'est pas de la pression pour moi. C'est comment tu peux faire la même chose, mais avec des mots positifs ou avec des gestes positifs. C'est du autrement. Mais c'est pas de l'exigence pression. C'est de l'exigence donner envie de se bouger spontanément parce que ça fait son petit bonhomme de chemin, et donc c'est aussi de la patience. Et ça passe par un changement de vocabulaire, Cyr, toi qui es attaché aux mots et à leur sens. Bruno ?
Oui, ben écoute, encore une fois merci, tu sais que je suis tout à fait fan de tout ce que tu peux produire et tout ce que tu peux nous donner comme pépites. Ce qui me vient comme image, c'est véritablement le fait qu'on est tous très performants, très capables de gravir les échelons et d'arriver tout en haut de l'échelle, donc de cette fameuse pyramide de Maslow et d'arriver au paroxysme de nos objectifs, sauf que le sentiment que j'ai, c'est qu'on est plutôt pas mal dans l'échelle, mais on s'est juste trompé de mur. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte que la vraie richesse, celle dont on ne peut pas se passer lorsqu'on est confiné, c'est-à-dire l'air, la nourriture, les échanges familiaux, c'est pas ce qu'on est en train de conquérir, en tout cas avant Covid, on va dire, c'est pas ce qu'on était en train de conquérir. Et aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que les mêmes actions produisent les mêmes effets, les mêmes personnes ont souvent les mêmes raisonnements. Comment changer ce raisonnement-là ? Comment faire en sorte... Alors ça vient peut-être pas de nos dirigeants, c'est peut-être à nous, plutôt que de mettre un dirigeant derrière chaque électeur, mettre un électeur derrière chaque dirigeant, mais en tout cas faire en sorte que ça vienne d'ailleurs et qu'on ait une autre pensée, une pensée alternative et qu'on se rende compte de ce que c'est que la richesse. Avant même de penser à la redistribuer. C'est déjà de la redéfinir, la richesse. C'est pas 3 canapés, 20 télés et plusieurs véhicules, mais c'est de l'air frais, c'est de la nourriture fraîche pour tout le monde, du partage, de l'échange et de la vie. Comment arriver à faire ce changement-là ? C'est là où je crois que le challenge va être intéressant pour l'après-Covid. Allez, Marie-Pierre, Philippe, Birgitta et Cyr, et après on écoute Yannick. Ouais, Yannick a déjà pas mal répondu aux questions, notamment sur le court ou moyen terme. J'ai bien apprécié que tu sois assez réaliste en nous mettant effectivement une échéance 20, 30, 50 ans, une génération, quoi. Donc ne soyons pas trop utopiques sur le délai de réactivité ou de changement. Tu as aussi, moi j'ai bien aimé aussi le fait que tu crois aussi au changement profond de ceux qui aujourd'hui n'ont pas énormément les moyens, et qu'en revanche les cadres, les managers, les responsables, là il faut y aller très très vite. Ça, merci pour ça. Et puis j'aurais voulu un conseil de ta part. Cet après-midi, j'ai visionné une vidéo de Permavenir qui proposait de transférer l'argent que l'État va mettre dans le domaine de l'aéronautique, de transférer ça sur tout ce qui touche nos besoins vitaux, santé, alimentaire, et de former avec cet argent les gens à l'agriculture locale, etc. Et donc moi j'étais super waouh. Et puis je me dis, mon mari qui travaille dans l'aéronautique, son patron leur a annoncé là il y a quelques jours qu'il y aurait très probablement un licenciement économique sur l'année 2020 parce que l'aéronautique va se casser la figure. Donc je lui dis quoi là, mon mari qui voit que ses collègues, les centaines de collègues de son entreprise vont souffrir cette année 2020. On y va sur l'économie, ou alors on repense là très vite l'agriculture locale et tous nos besoins fondamentaux. Merci Marie-Pierre. Philippe. Moi j'aime beaucoup et je trouve ça très rassurant de ramener à la responsabilité individuelle qu'on a chacun si je résume, de faire de notre mieux en fait. C'est-à-dire que si chacun fait de son mieux en fonction de ses possibilités sociales, financières, intellectuelles, de capacités, je pense qu'on sera déjà pas mal, et que ça rejoint ce que disait Yannick sur le fait que ceux qui peuvent contribuer plus parce qu'ils ont plus les moyens, c'est qu'ils fassent de leur mieux à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire, sans mettre de pression sur les personnes qui feront de leur mieux là où ils en sont, quoi. Et ça c'est très important pour préserver une forme de qualité de relation les uns avec les autres, vraiment, et d'attention les uns aux autres, parce que je crois fondamentalement dans nos sociétés aujourd'hui qu'il faut revenir à prendre soin les uns des autres, quoi. On est tous interdépendants, et plus on prendra soin les uns des autres, et plus on aura des chances d'évoluer ensemble vers quelque chose de juste pour tout le monde. Et merci Yannick pour cette précision et de ramener chacun à la responsabilité individuelle qu'il a de faire les choses de son mieux. Il bouillonne Yannick parce qu'il a envie de répondre évidemment. On écoute encore Birgitta et Cyr et on laisse Yannick réagir. Oui, moi, Yannick au début a dit qu'il attendait de l'audace de la part du président, et je me demandais si il pense que justement toutes ces élites qui ont des acquis, ils vont être capables de montrer leur charisme, enfin les leaders charismatiques qu'on attend, et l'exemplarité et la dignité qu'on attend d'eux. Voilà.
Qu'en penses-tu, Yannick? Et enfin, Cyr. Ouais. Écoute, pas d'utopie, mais de l'ambition. On est tous en train de vivre cette même expérience dans nos tripes, dans nos têtes, dans nos corps. Et il faut capitaliser là-dessus. Mais j'entends que tout va pas se faire d'un coup, etc. Et je suis d'accord avec ça. Mais ce que je regarde se développe. Capitalisons. Comment on peut optimiser cette période-là où tout le monde, chacun chez lui, qu'il aille bosser à l'usine ou qu'il bosse chez lui, qu'il soit confiné ou pas, chacun, on vit une expérience physique, émotionnelle et intellectuelle là. Ça m'intéresse de voir comment on peut en faire quelque chose. Comment on peut aider les gens à se connecter à cette expérience-là et à en faire quelque chose. Merci les amis. Merci pour vos réactions les amis. Yannick vous répond, on a parlé de se tromper de mur, on a parlé de responsabilité des managers et de chacun, on a parlé de souffrance des licenciements probables à venir, on a parlé d'agriculture de proximité. Est-ce que les élites sont prêts à changer également, et puis qu'est-ce qu'on peut retirer de cette période? Ouais, j'ai beaucoup de questions, je vais essayer de faire une réponse globale. Est-ce qu'on peut attendre des élites qu'elles sortent de leur aveuglement? Je l'espère toujours, parce que je suis un éternel optimiste, mais j'y compte peu. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à des merveilles dans les prochaines semaines et les prochains mois. La seule façon de faire changer nos élites, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui exigent un changement. Et ça passe par des comportements tous les jours dans notre consommation, dans nos bulletins de vote, dans nos requêtes. Et un politique, c'est un politique. Si, comme les Edgar Faure, la girouette tourne en fonction du vent, s'ils voient que le vent tourne dans ce sens-là, peut-être qu'ils iront. Pour l'instant, voilà, le risque c'est qu'on nous dise oui mais l'emploi, donc on ne peut pas répondre à toutes vos demandes écologiques, etc. La chance qu'a ton mari, Marie-Pierre, c'est que s'il y a licenciement, là on va avoir les moyens de licencier les gens correctement et de les accompagner dans une reconversion, parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent dans les prochains mois. Donc quelqu'un va vous mettre licencié maintenant qu'il y a 6 mois. Il y a énormément d'argent. Et pour lui, je pense que ça peut être l'occasion de se poser des vraies questions sur qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, et est-ce qu'il veut la réorienter vers l'agriculture, la permaculture, vers autre chose. C'est le moment ou jamais. Et effectivement, toutes ces sommes qu'on va débloquer pour sauver les grandes industries mondiales qui vont être au bord du précipice, dont l'aéronautique, et demain sera peut-être autour des banques d'ailleurs, il faudrait se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'effectivement les métiers essentiels, et d'ailleurs aucun homme politique ne s'est risqué à préciser quels étaient les secteurs d'activité essentiels et ceux qui ne l'étaient pas. On a bien compris que l'alimentation, les soins, ça c'est super essentiel. L'énergie, ces 3-là, on ne peut pas s'en passer. On ne l'a pas trop dit, mais on a compté sur eux. Tout le reste, on ne sait pas si c'est essentiel. En tout cas, on n'en parle pas. Parce que ça serait gênant de dire que les magasins de vêtements ne sont pas essentiels à la vie, quelque part. Et ce que je veux dire. Donc, il est évident que, et ça c'est un projet politique, il va falloir dans les prochains mois et les prochaines années, je pense une fois encore que ça va prendre plusieurs années, et qu'il va falloir vivre d'autres crises profonde pour que ça continue à changer, parce que l'un des travers dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est la crise des crises, et que après, voilà, on va vers un nouveau monde et tout va s'éclaircir et tout va changer. Pour moi, on a vécu l'apéritif en 2008, Lehman Brothers. C'était le début de l'extrémité dans laquelle on s'est mis économiquement et financièrement depuis 30 ans de néolibéralisme. Là, on attaque l'entrée. L'entrée, c'est la pandémie. Derrière, on peut avoir une crise financière comme on n'a jamais connue. Parce que les banques vont être dans une situation extrêmement tendue dans les prochains mois. Et là aussi, il va falloir renflouer. Si jamais les banques tombent, on a un krach financier colossal qui entraînera une crise économique. On appelle ça la crise nourrit la crise. Et là, vous avez une crise sociale qui se greffe dessus. Il faut croiser les doigts à ce moment-là pour qu'on puisse toujours fournir de l'énergie, une chaîne alimentaire et permettre aux gens d'être soignés. Donc on n'a pas vu le bout, on rentre dans un tunnel. Maintenant ce tunnel, il faut l'aborder avec sérénité, tranquillité, avec courage, et une fois encore ne pas sombrer dans le pessimisme ultra en disant tout est foutu, c'est pas vrai. On va vivre des moments difficiles et des moments enthousiasmants comme on a toujours vécu dans l'histoire de l'humanité. Il faut se désintoxiquer de la pression médiatique. Et moi, il y a un mois, j'avais écrit un article en disant, vous allez voir, ça va mal tourner parce qu'on va compter les morts sur BFM TV. C'est une évidence, et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Alors après, comment on préserve l'unité sociale? Donc je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, et ça moi j'en suis convaincu. Si les gens aisés, les gens qui ont des moyens, ne font pas un geste en faveur des autres, ne redistribuent pas d'une manière ou d'une autre, juste en tendant la main, en parlant, en respectant, en contribuant soit par son porte-monnaie, soit par ses actions quotidiennes à aider des gens qui sont démunis et qui n'ont pas le choix,
On va dans le clivage social et là on va dans une révolution à la Karl Marx. On oppose les possédants de ceux qui n'ont rien. Et ça nous prend au bout du nez si le message n'est pas entendu. Donc j'espère que s'il faut payer les dettes, comme ça a été dit récemment par notre ministre de l'économie, j'espère qu'on ira le chercher là où il est, l'argent. Et moi, à titre personnel, je suis prêt à payer plus d'impôts, bien sûr. J'en paye, mais c'est à moi d'en payer, c'est pas à celui qui en paye pas. Donc il faut absolument qu'on fasse cet effort. Et puis, en ce qui concerne le délai, Marie-Pierre, je reste quand même dans un délai d'urgence. Hein. Pour moi, quand même, dans les 10 ans qui viennent, il faut qu'il se passe énormément de bouleversements pour qu'en 25-30 ans, les choses s'articulent. Parce qu'il n'y aura pas un grand soir, sauf à ce qu'il y ait un effondrement brutal de tout. Mais même s'il y a effondrement, derrière, on va reconstruire. Donc tout ça va être long. Donc c'est une forme d'oxymore. C'est-à-dire que urgence, hâtons-nous lentement, comme on dit. Il faut aller vite dans les transformations, il faut qu'il se passe beaucoup de choses dans les 10 prochaines années, avec une vision moyen-long terme. Mais il faut absolument continuer à mettre le pied sur l'accélérateur, mais pas celui sur lequel on était, le nouvel accélérateur, c'est-à-dire la lenteur, la consommation responsable, des transports plus slow, tout ce qu'on appelle la décroissance, le slow fashion. Alors, quand je dis décroissance, c'est vraiment décroissance de ce qui est polluant, négatif, nocif pour l'humain, et croissance de tout le reste. Donc la simplicité, la frugalité, l'agriculture de proximité, les circuits courts, les vêtements de qualité comme 1083, Veja, enfin il y a plein de marques françaises aujourd'hui. On a quand même la chance en France d'avoir un secteur super innovant en mode slow aujourd'hui. On voit à Nantes et ailleurs plein de boutiques qui font du vrac, enfin il y a plein de choses mais qui se développent. Et moi ça je trouve que c'est les fondations du monde de demain. Et ça fera partie des échanges d'astuces tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement à 2 pas de chez nous ? On a déjà commencé à en parler avec Yann Trichard la semaine dernière, qui a lancé une place de marché, Ma Ville, Mon Shopping, pour identifier les commerçants près de chez nous. Beaucoup de réactions. On commence par Sandrine, qui ne s'est pas encore exprimée. Philippe et Anne, qui ont une question assez proche, et puis j'ajouterai mon grain de sel. Sandrine. Oui, merci. Moi, j'ai une question qui est autour du risque. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas voir que le risque, loin de là. Il faut vraiment avoir une vision justement optimiste pour construire des choses. Mais néanmoins, on ne peut pas ignorer le risque des extrémismes qui font aussi de ces périodes-là leur nid, leur foyer de leur propre contamination et qui baignent dans leur jus en ce moment parce qu'on attise les peurs, les colères, les frustrations. Donc pour eux, c'est pain béni pour construire, pour tisser leur toile. Et donc je me demande dans cette vision d'avenir comment on peut aussi se prémunir de ça. Ouais. Alors je vais répondre brièvement à chaque fois pour vous laisser tous poser votre question. Moi, ce qui me fait très peur dans cette sortie de crise, là, c'est le risque d'un État policier. D'un État très, très dictatorial. Alors, on n'est pas dans une dictature en France, on n'est pas encore là, mais d'un État où on va porter un masque pendant 1 an, il va peut-être faire montrer un passeport de bonne santé, demain on sera suivi par nos applications mobiles pour nous protéger. Mais regardez la régression sur les libertés depuis 10 ans, ça n'a pas commencé avec ce président-là, ça a commencé avant avec François Hollande et d'autres. Les big data nous emmènent tout droit vers des États extrêmement policiers et ça permettra aussi de maintenir ces groupes extrémistes à un niveau minimal en maintenant un état d'ordre que eux réclament. Donc je pense que le grand risque, il est là, c'est que sous couvert de nous protéger du terrorisme, de la santé, d'un virus, on renonce à nos libertés. Parce que comme on voit la facilité avec laquelle on donne nos données sur les réseaux sociaux et tout le monde livre tout, voilà, les sondages aujourd'hui, je ne sais plus, 50-60% des Français sont prêts à être suivis sur leur smartphone pour ne pas attraper le virus, quoi. Ça me fait très peur. Philippe et Anne ont une question assez voisine. Ouais, je reprends le terme de vision qui a été employé. Il est toujours très utile de s'appuyer sur une vision commune et partagée pour évoluer vers une direction qu'on choisit et pour susciter l'adhésion de chacun et de tous, quoi. Comment tu vois aujourd'hui la possibilité de construire ou de co-construire ou de co-élaborer sans que ça vienne du haut d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle qu'on ne voit pas poindre pour l'instant, pour le coup. Comment tu vois cette co-construction et cette co-élaboration d'une vision partagée de ce que serait le futur qu'on a envie de vivre? Anne, je crois Anne d'abord, et puis Yannick, tu vas pouvoir répondre. Je réponds, Anne. Non, mais ça rejoint tout à fait. C'est qu'en fait, oui, on croit à ce changement, à cette responsabilité individuelle, mais
Est-ce que le peuple est prêt à ça? Enfin, si on reprend l'exemple des Gilets jaunes, où on avait un acte de révolte fort, il n'y a pas eu cette vision partagée non plus, quoi. Chacun avait ses propres revendications. En tout cas, il y a eu plusieurs revendications. Et donc, ça rejoint tout à fait la question de Philippe, quoi. C'est comment on peut convaincre nous privilégiés, nous riches qui sont prêts à payer les impôts, et puis tous nos peuples qui constituent la société. Yannick. Moi, je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est de recréer des groupes d'échanges beaucoup plus localisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un système pyramidal où l'État doit répondre à tous les problèmes de tout le monde partout en France au même moment, quelles que soient les conditions sociales, ethniques, religieuses, etc. C'est pas possible. Automatiquement, on est dans une forme d'uniformisation, ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je crois que les solutions sont au niveau des territoires, mais quand je dis territoire, au niveau d'un village, d'une communauté urbaine, d'un département, ça, c'est des cercles concentriques, mais qu'il y a des débats et qu'on en discute et qu'on donne les moyens, après, à ces entités locales d'agir localement. Aujourd'hui, on voit bien, dans la lutte contre l'effondrement des entreprises, c'est au niveau des régions que ça se joue énormément. L'État, certes, mais moi, la région Pays de Loire, elle est très active en ce moment, et tant mieux. Tout le monde essaye au niveau local, vous n'avez pas d'initiative locale à Nantes et autres, partout, dans toutes les villes, c'est au niveau local que ça se joue. Et après, l'État peut abonder un fonds derrière. Donc, c'est vraiment redonner du pouvoir local, ouvrir des espaces de dialogue. Et ce qu'on a vu ces dernières années, finalement, c'est la réponse inverse. C'est que quand un groupuscule, un groupe, quel qu'il soit, un mouvement social se lève, on envoie l'État qui utilise de plus en plus la force pour faire taire ces gens qui faisaient raison ou tort. Hein. Je ne prends pas parti sur ce qui s'est passé, mais on envoie la force. Et la force, c'est le non-dialogue. Et qu'est-ce qui va jaillir de tout ça? Si on envoie la force et qu'on essaie de réparer le modèle d'hier, on aura un mouvement social extrêmement violent dans quelques mois ou quelques années. Donc j'en reviens au dialogue, et je pense que tout le monde est prêt à dialoguer un peu, mais seulement après, il faut des traductions. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des promesses qu'on ne tient pas. L'exemple des hôpitaux, vous connaissez tous, hein, ça fait 30 ans qu'on supprime des lits, ça fait des mois qu'ils disent que c'est tendu, et puis les promesses sont pas venues, et aujourd'hui on en est là. Et si on est confiné, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits, hein, c'est pas parce que le virus est aussi dangereux, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Sinon on ne serait pas confiné. Hein. S'il y avait 40 000 lits de réanimation en France, on serait tous en train de se promener, en faisant attention, mais on ne serait pas confiné. Je lisais un article des Échos qui considère que la crise renforce les pouvoirs dans leur certitude. Les pouvoirs qui souhaitent davantage d'État, comme les populistes, ou les populistes qui deviendront a priori encore plus autoritaires. Qu'est-ce qu'il est important de mettre en place pour que justement on réinvente ce dialogue-là, très concrètement, dès demain, dès la sortie du confinement? Je sais pas, c'est pas simple tout ça, mais ça fait des années qu'on parle de décentralisation du pouvoir, mais il serait peut-être temps qu'on décentralise, mais qu'on décentralise réellement, quoi. Et réellement, ça veut dire, on a des outils aujourd'hui, des algorithmes qui permettent à des millions de personnes de contribuer sur un sujet en temps réel. Moi, je crois beaucoup à une démocratie numérique, entre guillemets, qui permet de consulter. Ça veut pas dire que les gens décident tout. Tout le monde n'est pas bon pour décider sur tous les sujets. Mais si on a les moyens de faire des grandes consultations en temps réel, et après on pourrait très bien voir ce que j'appelle des députés éphémères, des gens qui sont élus députés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'ils sont compétents sur le sujet, par ces groupes locaux, ou ces groupes d'idées, qui débattent entre eux, ils sont mandatés, et une fois qu'on a résolu le problème, je reprends ma place dans la société. On a les moyens de le faire. Sauf qu'aller dire ça aux sénateurs, à nos députés, ils n'ont pas envie de laisser la place. Mais on a les moyens d'inventer un autre système démocratique, beaucoup plus efficient et beaucoup plus proche des gens. C'est un peu la jeunesse des Gilets jaunes qui sont alors, si on met la colère et la dispersion de côté, mais à la base, ce sont des individus qui, ensemble, se disent on veut que ça soit différent. Mais rapidement, ces individualités peuvent être balayées, emportées vers une colère destructive. Tout mouvement social, s'il n'est pas écouté ou il sent le mépris, va vers la colère. Et ça ne touche pas que les Gilets jaunes. Demain, c'est les soignants qui seront dans la rue et qui seront en colère. C'est impossible. Bruno veut réagir. Et puis, on va prendre 2 autres réactions et s'approcher de la conclusion de cette émission. Bruno. Oui, je trouve assez intéressant et assez motivant en fait cette politique qui s'appuierait sur l'intelligence collective. Je trouve que ce serait pas mal d'arriver à mettre la lumière
sur ceux qui agissent en fait, ceux qui ont déjà fait le pas, comme toi, hein, Yannick, entre autres, et leur donner en fait un peu plus de tribune, leur permettre en fait d'être modélisés et de vulgariser un petit peu leur fonctionnement au plus grand nombre afin de créer une émulsion et de faire en sorte que plus de personnes adhèrent à ce principe-là. Qui voulait réagir? Je ne suis plus le chat. Sire. Moi j'ai une petite question. Non, c'est qui parle? C'est Birgitta. Birgitta, ouais. Je suis désolée, mais ça me scotche, alors je bouge plus. J'ai une question, Yannick. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, tu parlais de ce contrôle-là par rapport aux forces de l'ordre, etc. Et on entend beaucoup parler de la 5G. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Parce que moi, je fais beaucoup le lien entre les deux et ça m'intrigue, voire ça m'inquiète. Très rapidement, la 5G, on n'en a pas besoin. On est d'accord. C'est notre priorité aujourd'hui. Franchement, aller télécharger plus vite sa vidéo, quel est l'intérêt? Ça marche très très bien aujourd'hui, la fibre et la 4G, elle fonctionne très très bien. Mettons des milliards dans autre chose. On sait dans les services utiles, on les découvre. Aujourd'hui, les gens utiles à la société, redistribuons ces milliards-là pour ces gens-là plutôt que dans la 5G. On peut revenir en arrière sur ce sujet? Pardon? On peut encore revenir en arrière? La 5G, on a à peine démarré. Il suffit de dire aux gens stop, c'est fini. Si on est en guerre, comme le dit notre président, on prend des décisions drastiques. Je vous rappelle qu'on est en guerre, boum, on réquisitionne, on arrête, terminé, on passe à autre chose. C'est pas compliqué à faire, c'est juste une décision. J'ai une petite question. Est-ce que tu es sollicité, toi, en tant que visionnaire et philosophe, enfin, tu vois, par justement le gouvernement? Enfin, est-ce que des personnalités comme toi sont sollicitées pour justement donner leur point de vue et les éclairer, quoi? Alors je pense, oui, moi j'étais allé au Conseil économique et social il y a quelques années, en 2011, et ils n'avaient rien écouté, ils n'en avaient pas tenu compte du tout sur l'écologie et le climat. Donc ce jour-là j'ai compris qu'on m'a invité parce que c'est bien, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui parle autrement, mais rien à faire. Je pense qu'ils sont entourés de gens qui leur disent plein de choses, mais après il y a le pragmatisme et la réalité, le réalisme politique. Est-ce que tu as rencontré par exemple François de Rugy, qui est un ancien ministre de l'Environnement près de chez toi? J'ai juste croisé dans le TGV, il m'a pas fait bonne impression, donc j'ai pas forcément envie de le contacter plus que ça. Deux dernières questions. J'attends pas grand-chose ces gens-là. Et en même temps, c'est eux qui sont au pouvoir. Oui, mais c'est nous qui les mettons au pouvoir, donc je préfère aller parler aux gens qui choisissent leurs représentants. Peut-être qu'on va pas changer les choses comme ça. Béatrice, je crois, voulait réagir, et puis on prendra une dernière question. Qui souhaitera questionner ultimement Yannick? Et là, d'un seul coup, quand je pose cette question-là, en général, personne aussi, Sire, ose. Béatrice. Oui, sur le c'est pas vraiment sur la 4G, mais sur le fait d'être traqué et tout, on est quand même, enfin les gens sont dans une vraie servitude volontaire. Aujourd'hui, on est quand même tous en demande. Tu parlais d'Amazon tout à l'heure, mais il y a plein de choses. Les gens, ils sont aussi tous sur leur smartphone pour se rencontrer. On est quand même dans une logique où à la fois les gens ne veulent pas être traqués et à la fois on se sert tous tout le temps de nos téléphones et de nos ordinateurs. Oui, mais ça marche très bien comme ça, il n'y a pas besoin d'augmenter encore la vitesse. D'autant que ça va être très polluant la 5G, parce que ça consomme moins de gigas. Non, mais là, c'était pas tant sur la 5G, c'était le fait qu'on a aussi tous adhéré, parce qu'on demande on demande à nos hommes politiques, on va pas demander à nos hommes politiques d'arrêter de nous permettre de... C'était le paradoxe entre, à la fois, on veut être libre et on est là, les libertés publiques, et à la fois, on a tous adhéré comme des bons petits soldats à tout rentrer dans nos téléphones. Oui, mais alors là, il y a quand même une malhonnêteté aussi des GAFA. Toi, récemment, là, tout à l'heure, je suis allé sur un site internet et ils me proposent d'accepter comme toujours, les conditions, les cookies, etc. Ouais. Et pour une fois, j'avais le temps, j'ai cliqué sur non, ne pas tout accepter. Et je suis allé voir tout. On n'a jamais fait, hein. Moi, j'ai jamais fait. Ouais. Mais tout sauf les trois qui étaient censés pour aller sur le site. Et en fait, je me rendais compte que je donnais, sans le savoir, l'autorisation à Google d'aspirer toutes mes données. C'est ça, oui. Voilà, que j'ai l'autorisation au site de me foutre des logiciels espions sur mon ordinateur pour me tracer, etc. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le consommateur n'est pas responsable de tout. Il y a des gens malhonnêtes dans ce monde. Les Google, les Facebook, tous ces GAFA, ils se foutent du monde, quoi. Ah ouais. Voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on a un smartphone dans les mains qu'on est coupable, c'est parce que eux font en sorte de nous piquer nos données, sans nous le dire. On pourrait très bien avoir le smartphone et qu'ils nous disent, et en plus, on respecte notre vie privée. Heureusement qu'il y a la CNIL qui limite les dégâts en France, mais c'est pas suffisant. C'est au niveau mondial, il faudrait que ces gens-là, il faut mettre de l'éthique dans le boulot, quoi. Ouais. Sire et Anne, et puis ensuite je voudrais qu'on termine avec un petit tour d'horizon de vos astuces, peut-être insignifiantes, mais quand on les met bout à bout, ça peut provoquer le changement. Sire.
Ouais, sur ces fameuses élites, moi j'ai appris avec Yannick il y a quelques années que c'était toujours les derniers à se rendre compte du changement qui était en train d'arriver et qui se produisait. J'ai l'impression que depuis des siècles, les élites elles sont très très cloisonnées du reste de la population et plutôt très très dirigeantes, dictatoriales ou en tout cas très très verticales. On est aujourd'hui dans une démocratie, ces gens ont des réseaux sociaux aussi, je les sens un petit peu moins décloisonnés peut-être que tous leurs prédécesseurs, et du coup, est-ce qu'on peut pas mettre une petite pièce et comment on peut la mettre pour qu'ils aient une réaction un petit peu différente de tous leurs prédécesseurs? C'est une question que je me pose. Voilà. Anne? Moi, en question finale, j'aimerais savoir ce que Yannick pense changer suite à ce confinement. Et ben voilà, c'est bien, on ouvre le tour de piste. Je me suis mis au yoga. Je fais mon premier cours en ligne il y a quelques jours. Donc là, je change ça, je me mets au yoga. Et après, continuer à changer, j'ai envie de dire continuer à décélérer. Décélérer et continuer à savoir dire non à tout ce qui n'est pas essentiel. Que ce soit au niveau perso comme professionnel. Ça fait pas mal d'années que je refuse des choses et plus ça va, plus je me dis que c'est le bon sens parce que finalement, la vérité c'est de faire ce qu'on a envie de faire et de s'autoriser à prendre le risque et de dire non à ce qui ne se refuse pas. Voilà, ça me conforte. À quoi je renonce? Quelqu'un posait cette question. Ce que je voudrais vraiment changer au-delà du yoga, c'est de devenir un peu plus sachant en agriculture, en permaculture, parce que je pense que là, on a un avertissement qui nous est donné. Heureusement qu'il y a des gens qui nous permettent de manger aujourd'hui. Eh bien, parce que le jour où la chaîne logistique s'arrête, on est très, très, très mal. Donc, merci à tous les gens qui travaillent sur cette chaîne alimentaire, au-delà des gens du sanitaire et de l'énergie. Il reste en contact avec Marie-Pierre qui a des bons tuyaux à te donner sur le sujet. Justement, on va faire un petit tour. On commence par ceux qui avaient assisté à cette conférence, ce séminaire national de Germes il y a 18 mois. Quand Yannick Odo vous a proposé de réfléchir à une action, qu'est-ce qui vous est venu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Marie-Pierre. Elle avait un micro, Marie-Pierre. Comme ça. Là, c'est mieux. J'ai réfléchi vraiment fortement, mais c'est difficile pour moi, à tout ce qui touche au côté alimentaire. Avant, j'achetais vraiment n'importe quoi, un truc, une vitrine, et hop, coup de cœur, et j'y vais, je rentre et j'achète. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. J'ai renforcé en plus, après la visite de Yannick Odo dans notre groupe Tour en Germe en début d'année, là, il nous a parlé de 1083, j'avais besoin d'un pantalon, et bien voilà, je suis allée acheter mon 1083. Merci Yannick. Voilà, ça c'est fait. Stéphanie, qu'est-ce que tu as mis en place? Avec un micro, Stéphanie. Voilà. Moins de gaspillage. Vraiment moins de gaspillage, alors déjà au niveau alimentaire, et ça je l'ai renforcé encore depuis le début du confinement. Le début du confinement, en fait, depuis le début du confinement, c'est, ça peut sembler un peu quasi stupide, hein, mais je me suis rendu compte finalement que j'avais absolument tout dans ma commune, en tout cas sur le plan alimentaire. Entre la ferme, le boulanger, le petit commerce, etc. Et je me suis rendu compte aussi qu'on gaspillait encore moins qu'avant. Et donc ça c'est vraiment un grand apprentissage, notamment à 4, et y compris avec nos garçons, et c'est vraiment continuer à moins gaspiller et à privilégier vraiment les circuits encore plus courts. Et comme par hasard, les salades sont plus grosses et tiennent mieux dans le frigo. J'ai remarqué ça. C'est ça. Bruno, qu'est-ce que tu as mis en place depuis le séminaire de Carcassonne? Alors, à l'époque du séminaire, j'ai mis une règle de filtre sur toutes les offres commerciales que je recevais. Et j'ai arrêté d'acheter des trucs qui me servaient à rien du tout et d'empiler des choses complètement inutiles et éphémères. Et je ne m'en porte pas plus mal. Je me rends compte que je continue à fonctionner de la même manière, voire même mieux. Et puis là, tout de suite, j'ai une deuxième action que je vais mettre en place parce que j'avais déjà commencé à cultiver un petit peu dans mon petit jardin. Et là, le projet, là, c'est le poulailler à la maison. Ben voilà, le poulailler. Cire. Moi, par rapport à Carcassonne, sur le plan perso, je ne prends plus jamais ma voiture dans mon petit village, quoi. Donc maintenant, c'est à pied, en vélo, ça s'est ancré, donc ça c'est bien. Et puis au niveau pro, en fait, c'est presque là-dessus qu'on a le plus avancé avec mon associé qui était aussi à Carcassonne pour ma matière 100% biosourcée, où en fait, on a décidé à ce moment-là de
structurer le développement de cette entreprise-là sur les principes du vivant de Gauthier Chapelle. Et en fait, c'est vachement sympa d'intégrer ça et ça développe des réflexes qui sont assez chouettes à partager et à vivre. Voilà. Alors, je me permets d'intervenir puisque j'ai assisté évidemment à ce séminaire de Carcassonne. Moi, immédiatement, ce qui m'est venu, c'est m'inscrire sur Blablacar. Donc, j'ai fait des Blablacar. J'ai rencontré des personnes vraiment passionnantes. On a refait le monde parfois et puis on s'est échangé plein d'astuces. Donc, c'est vraiment top. Et puis ma quête maintenant, parce que je suis très attaché à la préservation de l'eau. Moi, j'arrive pas à supporter qu'on puisse dépenser autant d'eau potable pour notre quotidien. Donc j'en discutais avec Yannick pour préparer cette émission ce matin. Je pense que je vais mettre en place ce système de filtre qui s'appelle osmose, hein, c'est ça Yannick? Osmose inversée, ouais. Redis le terme. L'osmose inversée, c'est un osmoseur inversé, ça coûte quelques centaines d'euros, c'est un investissement important, mais après, l'eau du robinet est totalement filtrée, elle a la meilleure goût. Et il y a la meilleure goût, ça c'est important. Alors tous ceux... La dynamisée, c'est parfait. Toutes celles et ceux qui n'étaient pas à Carcassonne mais viennent de participer à cette émission, qu'est-ce que vous inspire nos discussions? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place très concrètement demain? Et je rebondis sur ce que disait Stéphanie, tout à l'heure disait c'est peut-être un peu con mais acheter près de chez moi. Il n'y a rien de con en fait, ce qui serait con c'est de ne pas en prendre conscience. Donc tout est important. Qui veut commencer? Anne? Alors moi j'ai fait l'heureuse acquisition d'un composteur que j'ai mis dans mon jardin et j'en suis très très fière, même si pour l'instant je n'en vois pas encore les bénéfices, à part, et c'est pas des moindres finalement, la réduction de mes déchets. Donc on sensibilise toute la petite famille à trier plus et bien jeter dans le compost tout ce qui peut s'y mettre. Puis quand on a des enfants en bas âge, c'est très, très apprenant, très éducatif. Béatrice? Vraiment moins de plastique et j'aimerais me dire que je vais arrêter l'avion, mais je suis en chemin pour l'instant. C'est pas encore. J'ai malheureusement, j'ai des enfants qui vivent à l'étranger, un endroit où je peux pas ne pas aller sans avion. Mais vraiment sur les petites distances. Tout à l'heure, Yannick, tu parlais de Barcelone. Enfin voilà, tous les endroits où on peut aller en train, d'essayer vraiment d'être là-dedans, quoi. Sandrine? Alors moi j'ai 2 champs de possibilités sur lesquels j'ai vraiment envie d'avancer. C'est le premier d'entre eux, c'est que je suis pas que consultante, je suis pas que la consultante énervante, je suis aussi chanteuse et donc j'ai envie de davantage m'investir sur la création musicale, ce que je fais déjà beaucoup, mais du coup j'ai beaucoup de temps et je m'aperçois que c'est un vrai bonheur et que finalement ça aussi c'est une petite pierre pour contribuer à changer le monde. Et le deuxième champ possible, c'est que depuis 15 jours, j'ai ma fille aînée qui a eu un bébé. Et donc là, il va y avoir beaucoup de choses que je vais apprendre grâce à ce petit-fils. Et ça va être vraiment une aide pour moi pour changer parce que ce qui est en jeu, c'est son avenir à lui, son monde à lui. Naturellement. Voilà. Birgitta, qu'est-ce que tu changes demain? Alors moi, je suis en train de changer plus les mots que j'utilise par rapport aussi bien à mes enfants, etc., pour faire que le monde soit plus beau et que la parole soit plus nette, et ce qui va transformer l'état d'esprit, notre état d'esprit, et faire face à un monde qui soit plus respectueux et qui soit plus digne. C'est ce que voilà. Et je trouve que ça fait du bien au monde. Ben exactement. Philippe ferme la marche et normalement j'ai oublié personne. Philippe? Moi je désencombre. Je désencombre avec 2 filtres. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Aussi bien en termes de... Vous m'entendez? Oui, c'est mieux là. Oui. Aussi bien en termes de relations qu'en termes de, je dirais entre guillemets, de possession. Et moi je m'aperçois, enfin non, je m'en suis déjà aperçu, mais j'ai tout ce qu'il me faut sur la place de ville. J'habite à Nantes, j'ai une petite place qui s'appelle la place Zola à côté de là où j'habite, et j'ai tout ce qu'il faut sur la place en fait. C'est vrai. J'ai besoin de rien d'autre pour mon quotidien, donc. C'est un village, la place Zola. C'est un village, ouais. Un beau village. Merci, c'est la fin de cette émission. Un immense merci Yannick. J'ai 2 mots à vous dire. Merci beaucoup.
C'était l'émission une fois de plus authentique, vraie, alertante et puis à la fois pleine d'espoir. On a envie de changer. Je dis au nom de toute l'équipe parce que je les connais un petit peu, tous ceux qui étaient là ce soir. J'espère que on vous aura donné aussi à vous, internautes, l'envie de changer un tout petit peu, mais régulièrement. Voilà, pour une fois, je dis mais, même si le et est plus indiqué dans bien des circonstances, Cyr, changez régulièrement à votre rythme. Surtout faites-le. Yannick, ton prochain livre va s'appeler c'est pas arrêté, ça va être autour de l'imprévu et de l'incertitude. Comment vivre avec tout ça? Aux éditions de la Mer Salée. C'est ça, voilà. Merci infiniment à chacune et chacun. Jeudi, 8e épisode de J'ai de moi vous dire spécial confinement avec des belles initiatives et avec un journaliste reporter de TF1 à Nantes, Nicolas S, qui, j'en suis persuadé, contribue aussi à sa façon à aller chercher les belles personnes et les belles opportunités. À très bientôt dans J'ai de moi vous dire. Salut. Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai de quoi vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. To the D-A-N-C, 1, 2, 3, 4, 5. Sing to the B-E-A-T, get ready to ignite.